La pauvre petite fille est montée sur un tabouret pour nettoyer la Porsche du millionnaire, mais quand elle a dit « J'ai besoin d'argent pour le lait de mes frères jumeaux », il a éclaté en sanglots. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil filtrait à travers les fissures des rideaux défraîchis quand Ellie a ouvert les yeux. Le petit appartement était déjà silencieux, ce qui était étrange. Habituellement, les jumeaux faisaient du bruit dès le matin. Elle s'est frotté les yeux avec ses petites mains et a sauté du lit, ses pieds nus touchant le sol froid. « Maman » a-t-elle appelé en traînant son lapin en peluche dans le couloir. Rachel était dans la cuisine, essayant de calmer l'un des jumeaux dans ses bras, tandis que l'autre gémissait sur le sol en frappant une vieille cuillère. Son visage n'avait pas seulement l'air fatigué, mais aussi inquiet. « Bonjour, princesse. »« J'ai faim » a dit Ellie en grimpant sur un tabouret pour atteindre la table. Rachel a soupiré profondément. « Nous avons un morceau de pain d'hier. » Mais elle a ouvert le réfrigérateur et Ellie a jeté un coup d'œil sous le bras de sa mère. La faible lumière a révélé des étagères complètement vides. Juste un pot avec un tout petit peu de confiture. « Où est le lait ?» a demandé Ellie en fronçant les sourcils. « Il n'y en a plus, ma chérie. Tout est parti. Nous pouvons partager le pain, mais nous n'avons rien d'autre pour aujourd'hui. » Ellie a regardé ses frères d'1 an. Ils étaient plus minces qu'ils ne devraient l'être et pleuraient plus qu'avant. Leur biberon bleu était vide à côté de l'évier. Les bébés l'ont regardé avec de grands yeux affamés. Mais Tommy et Ben ont besoin de lait. Ils sont petits, a dit Ellie. Rachel a posé le jumeau qu'elle tenait à côté de son frère et s'est assise à table, passant une main sur son visage. « Je sais, ma chérie, je sais. » Sa voix s'est brisée. Aujourd'hui, elle ne pouvait pas finir. Ellie connaissait ce regard. C'était le même qu'elle avait quand le loyer était en retard et que l'homme en colère frappait à la porte. C'était le regard que Rachel avait quand elle comptait les pièces tard dans la nuit, pour tout remettre dans le tiroir vide. Le petit déjeuner a été silencieux et triste. Rachel a donné de l'eau chaude aux jumeaux dans leur biberon et ils ont pleuré un moment avant de s'endormir. Toujours affamée, Ellie a grignoté un petit morceau de pain dur, laissant le reste à sa mère, qui l'a refusé. « Tu dois manger. Tu grandis », a dit Rachel en repoussant le pain vers Ellie. Après le petit déjeuner, Rachel les a assis tous les trois sur le tapis usé du salon avec les quelques jouets qu'ils avaient. « Je vais prendre une douche rapide et ensuite je vais chercher du travail à nouveau, d'accord ? Ellie, surveille tes petits frères un peu. » Ellie a hoché la tête sérieusement. Elle était la grande sœur, l'aide de maman. Quand Rachel a fermé la porte de la salle de bain et que le bruit de la douche a commencé, Ellie a regardé les jumeaux qui dormaient maintenant légèrement, leur ventre gargouillant. « Vous devez manger » a-t-elle murmuré en caressant la tête des bébés. Elle s'est souvenue de la dame de l'appartement du bas qui donnait parfois des pièces aux enfants de l'immeuble quand il lavait sa vieille voiture. « Si vous travaillez, vous gagnez de l'argent » avait expliqué la dame. « Et avec de l'argent, vous achetez ce dont vous avez besoin. » Une idée a jailli dans l'esprit d'Ellie. Elle a regardé la porte de la salle de bain fermée, puis les jumeaux endormis. L'épicerie n'était qu'à 2 pâtés de maison. Elle y était allée de nombreuses fois avec sa mère. Silencieusement, Ellie a attrapé son petit manteau usé au coude, accroché près de la porte. Elle a ouvert le tiroir de la table d'entrée où sa mère gardait les clés et a espéré y trouver quelques pièces. Il n'y avait que 2 petites pièces qui ne valaient presque rien. Elle les a quand même prises et les a mises dans sa poche. « Je reviens tout de suite » a-t-elle chuchoté aux jumeaux endormis. « Je vais vous chercher de la nourriture. » Elle a ouvert la porte lentement pour ne pas faire de bruit. Le couloir de l'immeuble était vide. Elle a descendu les escaliers sur la pointe des pieds, comptant les marches, tout comme sa mère le faisait toujours quand elles y allaient ensemble. 27 jusqu'au rez-de-chaussée. Dehors, le monde semblait plus grand et plus effrayant sans sa mère à ses côtés. Des voitures passaient. Des gens marchaient hâtivement sans remarquer la petite fille au ventre vide. Ellie a serré les pièces dans sa poche. Elle savait qu'elle n'était même pas suffisante pour un petit carton de lait. Elle s'est à nouveau souvenue de la dame avec la voiture. Peut-être qu'elle pourrait nettoyer les vitres des voitures dans la rue, comme les garçons plus âgés le faisaient parfois. Elle ne l'avait jamais fait auparavant, mais cela semblait simple. Il suffisait de frotter jusqu'à ce que ça brille. Au lieu d'aller à l'épicerie, Ellie s'est dirigée vers l'avenue principale où beaucoup de voitures s'arrêtaient habituellement. Son cœur battait vite dans sa poitrine. Elle savait que sa mère serait affolée quand elle sortirait de la douche et ne la trouverait pas, mais elle n'avait pas le choix. Elle reviendrait avec de l'argent pour la nourriture et sa mère comprendrait. « Je peux le faire »
a-t-elle murmuré, serrant les pièces dans sa poche comme un porte-bonheur. Et mes petits frères ne peuvent pas avoir faim. Les gens passaient sans voir la mince fillette de 5 ans marcher seule. Ellie marchait, déterminée, pensant à ses frères qui pleuraient de faim, à sa mère qui ne mangeait pas pour donner le peu qu'ils avaient à ses enfants. Une décision courageuse et enfantine a guidé ses pas pour aider sa famille à survivre un jour de plus. Quelques pâtés de maisons plus loin, sur l'avenue animée, des voitures brillantes attendaient au feu de signalisation. Ellie a pris une profonde inspiration et s'est avancée, ignorant que ce petit voyage désespéré changerait non seulement sa journée, mais la vie de nombreuses personnes. L'avenue principale était animée par la cohue du matin. Les voitures roulaient à un rythme régulier. Les gens marchaient hâtivement avec leur café à la main, les yeux fixés sur leur téléphone, ignorant le monde qui les entourait. Le bruit de la ville était un mélange de moteurs, de conversations éparses et de klaxons impatients occasionnels. Personne n'a remarqué la petite silhouette observant attentivement le flux de la circulation, cherchant une opportunité. Ellie a serré les 2 pièces dans sa poche, ses yeux scrutant la file de voitures garées. Elle était nerveuse mais déterminée. Elle n'avait jamais fait ça auparavant et n'était pas sûre que ça fonctionnerait. Les gens semblaient si occupés, si lointains. Personne ne la regardait, une fille trop petite pour être seule dans la rue. Son regard s'est arrêté sur une voiture brillante, différente des autres. C'était une Porsche rouge, si belle. Elle était garée devant un café cher où des gens bien habillés entraient et sortaient, portant d'élégantes tasses. À travers la fenêtre du café, Ellie pouvait voir des tables avec des gens qui parlaient, mangeaient des choses qui faisaient gargouiller son estomac vide. Celle-là a l'air importante, a-t-elle murmuré en s'approchant prudemment. La voiture était trop haute pour qu'elle puisse atteindre le pare-brise. Elle s'est mise sur la pointe des pieds, essayant de toucher la surface brillante, mais c'était impossible. Elle a regardé autour d'elle, cherchant une solution, et a vu un tabouret en bois usé près de l'entrée du café. Il avait l'air lourd, mais c'était sa seule option. Avec beaucoup d'efforts, elle a traîné le tabouret à l'avant de la voiture. Le bruit du bois raclant sur le trottoir a attiré quelques regards, mais personne ne s'est arrêté pour aider ou poser des questions. Ellie a poussé de toutes ses forces, son visage rouge d'effort, jusqu'à ce qu'elle positionne le tabouret exactement où elle le voulait. Elle est montée avec précaution, le tabouret vacillant un peu sous ses petits pieds. Maintenant, elle pouvait atteindre la fenêtre avant. Un instant, elle a admiré sa propre réflexion déformée sur la surface brillante, une fille mince avec des yeux trop grands pour son visage pâle. Elle a sorti les 2 pièces qu'elle avait apportées et le vieux mouchoir qu'elle portait toujours de sa poche. C'était un mouchoir bleu délavé avec une petite fleur brodée dans le coin. Un cadeau d'une grand-mère dont elle se souvenait à peine. Elle a mouillé le mouchoir avec un peu de salive et a commencé à frotter le verre par mouvements circulaires, tout comme elle avait vu les garçons plus âgés le faire. Il faut que ce soit vraiment propre, s'est-elle dit, concentrée sur la tâche. La vérité était que le verre était déjà impeccable, mais Ellie frottait avec détermination, sa langue sortant du coin de sa bouche, son visage ridé de concentration, ses petits bras fins bougeant en cercle maladroit sur la surface lisse. De temps en temps, elle s'arrêtait pour vérifier son travail, inclinant la tête pour voir si elle avait laissé des taches. Le soleil du matin commençait à se faire chaud et Ellie a senti une goutte de sueur couler sur son front. Son estomac gargouillait, lui rappelant son petit déjeuner insuffisant et la raison pour laquelle elle était là. Elle a pensé aux jumeaux, à leur petit visage triste quand il n'y avait pas de lait, au silence pesant dans l'appartement sans nourriture. Juste un petit peu plus, a-t-elle murmuré en frottant plus fort. À l'intérieur du café, Martin Haï signait la note de son double expresso. C'était un rituel quotidien, café fort, sans sucre, dans une tasse en porcelaine, toujours assis à la même table près de la fenêtre. C'était son moment pour une révision mentale de la journée, pour organiser les priorités, pour se préparer à un autre voyage de décision. À 35 ans, il avait déjà bâti un empire immobilier impressionnant, une ascension fulgurante qui avait surpris même les acteurs les plus expérimentés du marché. Il était connu pour son œil affûté pour les opportunités que d'autres manquaient, pour son audace calculée, pour sa capacité à travailler plus d'heures que n'importe quel concurrent. Son jeune visage, bien que marqué par la fatigue autour des yeux, révélait le prix du succès obtenu à tout prix. Il portait un impeccable costume gris sur mesure et une montre discrète mais très chère. Il n'affichait pas la richesse, mais chaque détail de son apparence était soigneusement choisi pour transmettre le pouvoir. Martin a jeté un coup d'œil à sa montre, un geste mécanique presque inconscient. Il avait une réunion dans 40 minutes avec d'importants investisseurs.
Assez de temps pour se rendre au bureau, revoir les notes finales et préparer la présentation du nouveau développement. Il a laissé un pourboire généreux, l'argent n'était pas un problème, et s'est dirigé vers la sortie, son esprit déjà tourné vers les projections financières qu'il présenterait. Le serveur l'a remercié chaleureusement, comme il le faisait toujours, mais Martin l'a à peine entendu. Il était absorbé par des pensées sur le nouveau projet qu'il lancerait le mois prochain, un complexe résidentiel de luxe qui transformerait complètement une zone de la ville auparavant négligée. Une autre victoire à ajouter à son empire. Quand il est sorti du café, il s'est arrêté brusquement. Quelque chose d'inhabituel a attiré son attention. Une toute petite fille qui ne devait pas avoir plus de 5 ans était debout sur un vieux tabouret, nettoyant le pare-brise de sa Porsche. Un instant, Martin est resté figé, observant la scène surréaliste. La petite fille ne l'a pas remarqué. Elle est restée concentrée, frottant avec un morceau de chiffon sale ce qui était déjà un pare-brise parfaitement propre. Son mince manteau avait des patchs au coude et semblait plusieurs tailles trop grands. Ses cheveux clairs étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et ses baskets avaient connu des jours meilleurs, la semelle se détachant presque d'un côté. Martin a regardé autour de lui, cherchant un adulte, des parents, un tuteur, quelqu'un pour expliquer la présence de cet enfant-là. Mais la petite fille était complètement seule. Son enfant de 5 ans sur une avenue très fréquentée, sans surveillance. C'était absurde, dangereux. Il s'est approché prudemment, comme s'il avait peur de l'effrayer. « Bonjour », a-t-il dit doucement. Ellie a sursauté, effrayée. Elle a failli perdre l'équilibre sur le tabouret instable, mais a réussi à se stabiliser en s'agrippant au bord du pare-brise. Elle a regardé le grand homme avec de grands yeux craintifs. Il portait de beaux vêtements et avait un air important qui l'intimidait. « Je nettoie », a-t-elle expliqué rapidement, comme si elle avait peur d'être réprimandée. « Pour que ce soit joli. » Martin a dégluti difficilement. Il y avait quelque chose dans la voix de l'enfant qui l'a pris au dépourvu. Un mélange d'innocence et de détermination qui lui a fait ressentir quelque chose d'étrange dans sa poitrine. « C'est ma voiture », a-t-il dit en essayant d'être doux. « Que fais-tu seul ici? Où sont tes parents ?» Ellie a serré le mouchoir sale dans ses doigts. Elle a brièvement jeté un coup d'œil au sol, comme si elle envisageait de sauter et de courir, mais a ensuite décidé de répondre. « Ma maman est à la maison avec mes frères. » Elle a hésité, puis a ajouté avec détermination « Je travaille. » Martin a cligné des yeux, confus. « Travailler? Mais tu n'es qu'une enfant. »« J'ai 5 ans, » a répondu Ellie, le menton levé avec une fierté qui semblait incongrue chez une personne si petite. « C'est juste. » Sa voix s'est un peu adoucie, perdant sa confiance momentanée. « J'ai besoin d'argent pour le lait de mes frères. » Quelque chose d'étrange s'est produit chez Martin à ce moment-là. La phrase simple et directe de la petite fille a percé des années d'indifférence et de distance émotionnelle comme une flèche acérée. Il a senti une boule dans la gorge, à sa propre stupéfaction, des larmes ont commencé à monter à ses yeux. « Du lait », a-t-il répété, sa voix sonnant étrange même pour lui-même. Ellie a hoché la tête sérieusement. « Ils n'ont qu'1 an. Ce sont des jumeaux, Tommy et Ben. Ils pleurent parce qu'il n'y a pas de lait et il n'y a pas de pain non plus, ni rien. Maman est triste. » Les mots sont sortis avec une simplicité brutale. Il n'y avait pas de pitié de soi, juste un énoncé de faits qui, pour elle, était simplement la réalité. La façon directe dont elle parlait de la faim, de la tristesse, comme s'ils étaient des choses normales et quotidiennes, a frappé Martin avec une force inattendue. Martin a senti les larmes couler sur son visage sans pouvoir les contrôler. Il n'avait pas pleuré depuis si longtemps qu'il avait presque oublié cette sensation. La dernière fois, c'était quand il avait perdu sa mère il y a 3 ans, et même alors, les larmes avaient été retenues, discrètes, appropriées à l'occasion. Celle-ci était différente. Elle venait d'un endroit profond qu'il n'avait pas visité depuis des décennies. Un endroit qu'il avait enfermé et qu'il avait essayé d'oublier. Un endroit où le garçon qu'il était autrefois vivait encore. « Pourquoi pleures-tu » a demandé Ellie en inclinant la tête avec curiosité. « Tu es triste aussi ?» La question innocente l'a presque complètement brisé. Martin s'est essuyé le visage avec sa main, essayant de se composer. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourquoi pleurait-il dans la rue, devant une enfant inconnue? C'était absurde, irrationnel, totalement hors de caractère. Non, il a commencé, mais n'a pas pu finir. Les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste et a sorti son portefeuille en cuir fin, un cadeau qu'il s'était offert lorsqu'il avait conclu sa première affaire d'1 million de dollars à 30 ans. Ellie a regardé,
toujours debout sur le tabouret, tandis qu'il ouvrait le portefeuille avec des mains légèrement tremblantes. Martin a sorti quelques billets. Il n'a pas pris la peine de vérifier la somme et les lui a tendus. « Tiens », a-t-il dit, sa voix encore hésitante, « pour le lait. » Les yeux d'Ellie se sont écarquillés à la vue des billets. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Elle a regardé l'argent, puis l'homme, méfiant un instant, comme si elle craignait que ce ne soit une sorte de piège. Puis elle a lentement tendu la main et a pris les billets. « C'est beaucoup », a-t-elle dit en fronçant les sourcils en comptant les billets avec ses petits doigts. Le lait ne coûte pas autant. Il y avait une honnêteté désarmante dans ces mots. Pas d'avidité, pas de tentative de profiter de la situation, juste l'observation pratique d'une enfant qui connaissait le prix du lait et savait que c'était beaucoup plus. Martin a dégluti difficilement. « Achète le lait et de la nourriture pour toi et tes frères, pour ta mère aussi. » Un immense sourire a illuminé le visage d'Ellie. C'était comme si le soleil était apparu derrière de lourds nuages. La transformation a été instantanée et complète, passant de l'inquiétude à la joie pure. Elle a sauté agilement du tabouret, serrant l'argent fermement dans sa petite main. « Merci, monsieur à la belle voiture », s'est-elle exclamée, et sa joie était pure, sans artifice. C'était le soulagement authentique de quelqu'un qui venait de voir un problème grave résolu de manière inattendue. Avant que Martin ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, lui demander son nom complet, son adresse, tout ce qui pourrait maintenir le contact, Ellie s'est retournée et a commencé à courir sur le trottoir, son manteau trop grand flottant à chaque pas. Il a regardé jusqu'à ce que la petite silhouette disparaisse au coin de la rue, se sentant inexplicablement vide et rempli à la fois. Il est resté là, à côté de sa voiture de luxe, ignorant les passants et les regards curieux dirigés vers le jeune cadre bien habillé avec des traces de larmes sur le visage. Son cœur battait d'une manière étrange, un rythme qu'il ne reconnaissait plus, familier et étrange à la fois. Finalement, il est monté dans la voiture et s'est assis, mais n'a pas démarré le moteur. Ses mains étaient agitées, ses pensées lointaines, dans des endroits qu'il avait depuis longtemps enfermés et dont il avait jeté la clé. Martin n'est pas allé à la réunion. Pour la première fois de sa carrière fulgurante, il a annulé un engagement professionnel sans explication détaillée. Un bref message à son assistant, quelque chose s'est passé. Reporté. Puis il a éteint son téléphone complètement. Un autre acte sans précédent dans sa routine disciplinée. Il a conduit automatiquement jusqu'à sa demeure en périphérie de la ville, ses mains serrant le volant avec une force inutile, son esprit en plein tourbillon. Il a à peine remarqué la route qu'il prenait, les rues familières défilant comme des flous indistincts tandis que ses pensées vagabondaient dans des territoires longtemps inexplorés. La maison était énorme, moderne, avec des lignes épurées et minimalistes. 3 étages, 7 chambres, une piscine intérieure, une salle de sport privée, une cave à vin climatisée, une salle de cinéma, un bureau à la pointe de la technologie, une vitrine de succès et de bon goût photographié pour des magazines d'architecture et de design, un trophée habité par un homme solitaire. Le jardin était méticuleusement entretenu, chaque plante à sa place exacte, chaque parterre parfaitement aligné. Tout était précisément comme Martin l'aimait, organisé, contrôlé, prévisible. Il a franchi le portail électronique, ressentant une étrange gêne à voir sa propre maison, comme s'il la voyait pour la première fois à travers des yeux différents. Il s'est garé dans le spacieux garage, à côté de ses 3 autres voitures de luxe. Un instant, il est resté assis dans le silence, les mains toujours sur le volant, fixant le vide. Puis il est sorti de la voiture et est entré dans la maison, ignorant la femme de ménage qui l'a salué, surprise de le voir revenir si tôt. « Monsieur Hay, tout va bien ? Vous ne revenez jamais à cette heure-ci. »« Je vais bien, Madame Peterson », a-t-il répondu automatiquement, sans s'arrêter ni la regarder. « S'il vous plaît, ne me dérangez pas. » Il est monté directement à son bureau personnel au 2e étage et a fermé la porte. C'était son sanctuaire, décoré de meubles coûteux et d'œuvres d'art sélectionnées par un designer renommé. Non pas que Martin s'y connaisse beaucoup en articles. Il achetait ce qu'on lui disait être un bon investissement, ce qui correspondait à l'esthétique de la maison. Il s'est dirigé vers le bar en acajou dans le coin et s'est versé un whisky cher, ce qu'il faisait rarement avant le soir. Il a pris une longue gorgée, sentant le liquide ambré lui brûler la gorge, et s'est dirigé vers la fenêtre panoramique qui donnait sur les jardins impeccables. L'image d'Ellie ne le quittait pas, ses yeux déterminés, le manteau trop grand, la voix enfantine disant « J'ai besoin d'argent pour mes frères et du lait ». Pourquoi cela l'avait-il tant affecté? Pourquoi avait-il pleuré devant une enfant inconnue dans la rue, comme un idiot sentimental? Martin Hay n'était pas un homme émotif.
Il était connu pour sa froideur calculée en affaires, pour sa capacité à prendre des décisions difficiles sans ciller. Il avait licencié des centaines de personnes au fil des ans, fermé des entreprises entières, négocié avec la dureté nécessaire pour atteindre le sommet. Il n'était pas cruel. Il se considérait simplement pragmatique. Les affaires étaient les affaires. Quelqu'un devait prendre les décisions difficiles. Mais aujourd'hui, devant une enfant nettoyant sa voiture, il s'était effondré comme un adolescent. C'était pathétique, incompréhensible. Martin a fermé les yeux, pour la première fois depuis de nombreuses années, s'est autorisé à se souvenir. Le souvenir est venu comme une vague, brisant les barrières qu'il avait construites. Le petit appartement où il a grandi, dans l'est de la ville. Un quartier qui, ironiquement, était maintenant en cours de revitalisation par l'un de ses propres projets. L'odeur de moisi qui ne partait jamais, peu importe combien sa mère nettoyait. Le froid qui s'infiltrait par les fenêtres mal isolées en hiver. La chaleur étouffante en été. Sa mère travaillant 2 emplois, partant avant l'aube, rentrant après qu'il était déjà au lit. Le père absent, d'abord physiquement, puis complètement quand il les a abandonnés. Les nuits où il se couchait affamé, l'estomac qui gargouillait, le vide douloureux qui empêchait de dormir, la honte à l'école quand il n'avait pas d'argent pour le déjeuner, quand il portait des vêtements de seconde main, quand il ne pouvait pas participer à des sorties scolaires ou à des activités qui coûtaient un quelconque montant. Un souvenir en particulier est apparu avec une clarté douloureuse. Il avait 6 ans. Sa mère était malade, fiévreuse, allongée sur le canapé usé qui lui servait de lit puisque la seule chambre était la sienne. Elle n'avait pas pu aller travailler ce jour-là, ce qui signifiait qu'il ne serait pas payé pour ce quart de travail, et chaque sou comptait. Le réfrigérateur était vide, à l'exception d'un peu de beurre. Il n'y avait pas de lait. Il n'y avait pas de pain. Martin, déterminé à aider, a pris quelques pièces qu'il a trouvées dans un tiroir de cuisine et s'est faufilé pendant que sa mère dormait d'un sommeil agité. Il a marché jusqu'à l'épicerie du quartier, serrant les pièces dans sa petite main, tout comme Ellie l'avait fait aujourd'hui. Mais les pièces n'étaient pas suffisantes pour acheter grand-chose. Le propriétaire du magasin, un homme gros au visage rouge, a ri quand il a essayé d'acheter 1 litre de lait. « Va-t'en chez toi, gamin. Ce n'est même pas assez pour un chewing-gum. » Martin s'est souvenu de la honte, de l'impuissance, des larmes qu'il a ravalées. Il s'est souvenu d'être rentré les mains vides, du regard inquiet de sa mère quand elle s'est réveillée et a découvert qu'il était sorti seul. « Ne refais jamais ça, Martin, » a-t-elle dit en le serrant fort malgré sa fièvre. « Ne sors plus jamais seul. C'est dangereux. Promets-moi. » Il a promis. Mais le sentiment d'inutilité, de ne pas pouvoir aider quand cela comptait le plus, était gravé dans son âme comme une cicatrice invisible. Peut-être est-ce ce jour-là qu'il a décidé, sans vraiment le comprendre encore, qu'il ne serait plus jamais impuissant. Plus jamais il ne dépendrait de la gentillesse des autres. Plus jamais il ne serait les mains vides. Il a ouvert les yeux, revenant au présent. Son reflet dans la fenêtre montrait un homme jeune, prospère, puissant, respecté. Martin Haye, le prodige de l'immobilier qui a su s'extirper de la pauvreté et bâtir un empire avant 35 ans. Il avait enterré ce pauvre garçon affamé si profondément qu'il avait presque oublié son existence, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Ellie. Son visage est apparu dans son esprit comme une douce accusation. Cette petite enfant avait réveillé quelque chose que Martin croyait mort depuis longtemps, l'empathie, la compassion, le souvenir de la douleur, des sentiments qu'il avait délibérément laissés derrière lui dans son ascension vers le succès, des sentiments qu'il considérait comme des faiblesses, des obstacles à surmonter. Maintenant, il revenait, apportant une douleur douce amère et un étrange soulagement, comme un membre engourdi retrouvant sa sensibilité. D'abord les picotements inconfortables, puis la sensation normale, un rappel que c'est toujours là, toujours une partie du corps. Martin a regardé sa demeure, les jardins parfaits, les voitures chères, les œuvres d'art précieuses, tout ce qu'il avait toujours voulu, tout ce pourquoi il avait travaillé sans relâche. Et pourtant, en voyant cette petite fille aujourd'hui, il a ressenti un vide si profond qu'il l'a presque englouti. Il avait passé tant de temps à construire des murs autour de lui qu'il avait oublié ce qu'il protégeait. Ou peut-être que les murs ne protégeaient rien. Peut-être qu'ils isolaient simplement le vide pour qu'il n'ait pas à y faire face. Martin s'est assis lourdement dans son fauteuil en cuir italien, le whisky oublié dans sa main. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas aux affaires, aux acquisitions ou aux profits. Il pensait à une fillette de 5 ans qui avait quitté la maison pour chercher du lait pour ses frères. Il pensait à la faim, au désespoir, au courage. Et il pensait à qui il avait été, à qui il était devenu, et au vide qui avait grandi en lui sans même qu'il ne s'en aperçoive.
Le téléphone a sonné, probablement son assistante voulant savoir pourquoi il avait manqué la réunion ou essayant de transmettre des messages urgents d'investisseurs. Martin n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a regardé par la fenêtre, voyant sans vraiment voir les jardins parfaits de sa demeure vide, tandis que le visage d'Ellie dansait dans son esprit, le hantant d'une manière douce et douloureuse. Martin n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il se tournait et se retournait dans son lit king size, le visage d'Ellie apparaissant chaque fois qu'il fermait les yeux. À 4 heures du matin, il a renoncé à essayer. Il s'est levé, a pris une longue douche et s'est habillé de vêtements plus décontractés que d'habitude, jean et chemise simple. Il n'avait pas de réunion aujourd'hui. Il avait tout annulé. À cette heure précise, il a garé sa voiture au même endroit que la veille, devant le café. Il a commandé le même café, s'est assis à la même table près de la fenêtre. Ses yeux n'ont pas quitté le trottoir une seconde, cherchant une petite fille au manteau trop grand. 8 heures, 9 heures, 10 heures. Aucun signe d'Ellie. Un autre café, monsieur, a demandé le serveur pour la 3e fois. Martin a hoché la tête distraitement. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce qu'il ressentait. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude pour une enfant perdue dans la ville. C'était quelque chose de plus personnel, de plus profond, comme si un fil invisible s'était tendu entre lui et cette fille, et qu'il tirait maintenant avec insistance. Midi, le café se remplissait. Martin est resté immobile, observant. Le serveur commençait à le regarder avec curiosité. À 14 heures, il a finalement renoncé. Il a payé la facture exorbitante des nombreux cafés et est parti, se sentant étrangement vaincu. Il est monté dans sa voiture mais n'est pas rentré chez lui. Au lieu de cela, il a fait le tour des rues voisines, scrutant chaque coin, chaque ruelle, chaque parc. Rien. Elle a dû rentrer chez elle avec l'argent, a-t-il pensé. Elle doit aller bien, acheter du lait pour ses frères. Mais le sentiment de vide persistait. Le lendemain matin, il a répété le rituel. Même endroit, même heure, même attente anxieuse. Et encore, pas d'Ellie. Le 3e jour, le serveur a finalement demandé « Vous attendez quelqu'un, monsieur ?» Martin a hésité. « Oui, une petite fille qui nettoyait ma voiture l'autre jour. » Le serveur a froncé les sourcils. « Ah, la petite. Elle passe par ici parfois, nettoie des voitures au coin, demande de la monnaie. » Le cœur de Martin s'est emballé. « Vous la connaissez? Savez-vous où elle habite? » « Non, monsieur, je la vois de temps en temps. Les gens lui donnent généralement quelques pièces. Elle a l'air d'une bonne petite. » Martin a hoché la tête, une idée se formant dans son esprit. Le lendemain, il n'est pas allé au café. Au lieu de cela, il a parcouru le quartier, s'approchant des vendeurs de rue, des concierges et des gens qui semblaient travailler ou vivre dans la région. Il montrait un gros billet et posait des questions sur une petite fille d'environ 5 ans qui nettoyait des voitures. La plupart secouaient la tête, non. Certains se souvenaient vaguement d'une enfant, mais ne savaient rien de précis. Ce n'est que tard dans l'après-midi qu'il a eu de la chance. Un homme vendant des hot-dogs au coin de la rue a hoché la tête en entendant la description. « Je sais de qui vous parlez. Elle passe par ici de temps en temps. Je lui ai donné un hot-dog une fois. Elle avait un air qui pouvait vous briser le cœur. »« Savez-vous où elle habite ?» a demandé Martin, essayant de ne pas paraître désespéré. L'homme s'est gratté la tête. « Je ne connais pas l'adresse exacte, mais c'est là-haut sur la colline, dans ce projet de logement, après le marché. Hope's Landing, je crois que ça s'appelle. » Martin a ressenti un pincement d'ironie au nom. Hope ou l'espoir. Quelque chose qu'il avait abandonné depuis longtemps, jusqu'à ce qu'il rencontre cette fille. « Merci », a-t-il dit en tendant à l'homme un billet généreux. « Pour le hot-dog que vous lui avez donné. » L'homme a regardé l'argent avec surprise. « Et, c'est trop pour une simple information. » Mais Martin marchait déjà vers sa voiture. Hope's Landing n'était pas ce qu'on appellerait un quartier agréable. Des immeubles d'appartements usés étaient entassés sur une colline escarpée, avec des fils électriques de fortune entrecroisés au-dessus de rues étroites. Des enfants aux pieds nus couraient entre les vêtements accrochés à des cordes à linge improvisées. De la musique forte venait de quelque part, rivalisant avec le bruit des télévisions des fenêtres ouvertes. Martin a garé la Porsche au début de la rue principale et a immédiatement réalisé qu'il avait fait une erreur. La voiture attirait trop l'attention. Des groupes de jeunes hommes se sont tournés pour regarder, chuchotant entre eux, une belle voiture comme ça a probablement coûté plus cher que tous les appartements de cette rue réunis. Un instant, il a envisagé d'abandonner, de revenir un autre jour avec une voiture différente, moins voyante. Mais il a ensuite pensé à Ellie, à son petit visage déterminé,
à la façon dont elle avait couru avec l'argent serré dans sa main. Il ne pouvait plus attendre. Il est sorti de la voiture, l'a verrouillée et a activé l'alarme. Il a commencé à remonter la rue principale, sentant les yeux le suivre. Il était complètement hors de son élément, avec ses vêtements chers et sa montre de luxe. Mais il a continué, demandant à tous ceux qu'il rencontrait, « Connaissez-vous une fille nommée Ellie ? Elle a 5 ans, vit avec sa mère et ses frères jumeaux d'1 an. » La plupart secouaient simplement la tête. Certains le regardaient avec suspicion. Un homme a même demandé, hostilement, « Pourquoi un type comme vous cherche-t-il une enfant d'ici ?» Martin a réalisé à quel point il avait l'air suspect. Un homme riche, un étranger, cherchant une petite fille dans un quartier pauvre. Il devait mieux s'expliquer. Elle a nettoyé ma voiture l'autre jour. Je lui ai donné de l'argent pour acheter du lait pour ses frères. Je veux juste savoir si elle va bien. Certaines expressions se sont adoucies avec cette explication, mais il y avait toujours de la méfiance. Une vieille femme assise sur une chaise à l'entrée d'un des bâtiments a finalement hoché la tête. La fille de Rachel. Appartement 302 dans ce bâtiment jaune, là-bas. Elle a pointé un bâtiment particulièrement délabré à mi-chemin de la rue. La mère travaillait dans le ménage jusqu'à ce qu'elle perde son emploi. Une bonne femme. S'occupe bien de ses enfants malgré les difficultés. Merci, a dit Martin, sentant son cœur s'accélérer. Il était sur le point de se diriger vers le bâtiment indiqué lorsqu'il a aperçu une petite silhouette assise sur le trottoir, à quelques mètres de là. Son cœur a bondi. Elle était là. Ellie était assise sur le béton fissuré du trottoir, absorbée dans son jeu. Elle avait plusieurs bouchons de bouteilles colorées étalés devant elle, les arrangeant en rangées. Elle parlait à voix basse, perdue dans son propre monde. Martin s'est approché lentement, ne voulant pas l'effrayer. Elle était si concentrée qu'elle n'a pas remarqué sa présence jusqu'à ce que son ombre tombe sur ses bouchons de bouteilles. Ellie a levé les yeux, initialement confuse. Puis ses yeux se sont écarquillés en la reconnaissant. « Monsieur a la belle voiture !» s'est-elle exclamée, un sourire illuminant tout son visage. Sa réaction l'a pris par surprise. Martin s'attendait à de la peur, de la suspicion, voire qu'elle s'enfuit. Au lieu de cela, il y avait cette joie authentique, comme s'il était un cher ami qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. « Salut Ellie » a-t-il dit, sa voix étrangement. « Comment savez-vous mon nom » a-t-elle demandé en inclinant la tête sur le côté. « J'ai demandé autour de moi » a répondu Martin en s'accroupissant à son niveau. « Je voulais savoir si vous alliez bien. Si vous aviez acheté le lait pour vos frères. » Son visage s'est encore plus éclairé. « Oui. Et du pain, et des bananes, et même de la viande. » Maman était super contente. Elle a fait une pause, fronçant légèrement les sourcils, et un peu en colère aussi parce que j'étais sorti seul. Son sourire est revenu rapidement. Mais après, elle était juste contente. Nous avons gardé le reste de l'argent pour quand nous en aurions besoin. Martin a souri, ressentant un soulagement qu'il ignorait avoir besoin. C'est bien. Regardez mes bouchons de bouteille, a dit Ellie en lui montrant sa collection colorée. Ce bleu, c'est maman. Ces 2 rouges, c'est Tommy et Ben, et ce vert, c'est moi. Martin a regardé les bouchons de bouteilles colorées méticuleusement arrangés sur le trottoir. Il s'est assis à côté d'elle, ignorant complètement le fait que son pantalon cher était maintenant en contact direct avec le béton sale. « Et ce doré, qui est-ce » a-t-il demandé en désignant celui qui était légèrement séparé des autres. Ellie l'a regardé, puis le bouchon de bouteille, comme si la réponse était évidente. « C'est toi, idiot !» Martin a senti une boule dans la gorge. Il avait un bouchon de bouteille dans son histoire. Il faisait partie de ce petit monde imaginaire. « Pourquoi avez-vous une si belle voiture » a demandé Ellie, changeant de sujet avec la naturelle des enfants. « Parce que… » Martin a commencé, puis s'est arrêté. La réponse automatique aurait été « parce que je travaille dur et que je peux me le permettre ». Mais soudain, cela lui a semblé vide. « Parce que je pensais en avoir besoin » a-t-il finalement dit. « Ma maman dit que nous n'avons besoin que de ce qui nous remplit le ventre et rend notre cœur heureux », a commenté Ellie, jouant distraitement avec le bouchon de bouteille vert qui la représentait. « Est-ce que la voiture rend votre cœur heureux » La question innocente l'a frappé comme un coup de poing. Est-ce que cela rendait son cœur heureux? Quand était la dernière fois qu'il avait pensé à ça, au bonheur, au lieu du succès, du statut ou des réalisations? Parfois, a-t-il répondu honnêtement. Ellie a hoché la tête sérieusement, comme si elle venait de recevoir une grande vérité philosophique. Elle est retournée jouer avec ses bouchons de bouteille, les déplaçant sur le sol du trottoir.
Martin a regardé en silence un instant. Puis quelque chose l'a poussé à parler. Tu sais, Ellie, quand j'avais ton âge, nous n'avions pas beaucoup d'argent à la maison non plus. Elle a arrêté de jouer et l'a regardé, surprise. Vraiment? Mais vous avez une belle voiture. J'en ai une maintenant, a-t-il dit avec un petit sourire. Mais quand j'étais enfant, parfois nous n'avions pas de lait à la maison non plus. Ni de pain. Ses yeux se sont écarquillés. Comme nous. Comme toi, a confirmé Martin. Ma maman m'a élevé seule. Nous avons aussi traversé des moments difficiles. Et vous jouiez aussi avec des bouchons de bouteilles? Martin a souri en se souvenant. Non, je collectionnais des petites voitures, mais elles étaient très vieilles. Certaines n'avaient même pas de roues. Je faisais semblant qu'elles étaient neuves. Moi aussi, je fais semblant, a dit Ellie en se rapprochant un peu. Je fais semblant que les bouchons de bouteilles sont de vraies personnes, que nous vivons dans une grande maison, que Tommy et Ben ont du lait tous les jours. Martin a senti une oppression dans sa poitrine. Et maintenant, après que tu aies acheté des choses avec l'argent, il n'y a toujours pas de lait. Ellie a secoué la tête. Non, il y en a maintenant. Mais maman a dit qu'elle devait trouver un travail bientôt où l'argent manquerait. Martin a hoché la tête pensivement. Il voulait aider davantage, mais il a réalisé qu'il devait être prudent. Il ne voulait pas heurter la fierté de la mère d'Ellie ou créer une relation de dépendance. « Est-ce que ta maman est à la maison en ce moment ?» a-t-il demandé en essayant d'avoir l'air décontracté. « Oui », a répondu Ellie en montrant le bâtiment jaune. Elle donne le bain aux jumeaux. Elle m'a dit de jouer ici parce qu'il pleurait beaucoup. Il pleure toujours à l'heure du bain. Martin a regardé le bâtiment jaune, ressentant une étrange nervosité. Pourquoi était-il si anxieux? Ce n'était qu'une femme essayant d'élever 3 enfants seuls. Quelqu'un qui pourrait facilement être aidé avec ses ressources. Ellie, dit-il avec hésitation, je pense que ta maman serait très en colère si je vous rencontrais, voyez votre maison. Ellie fronça les sourcils, réfléchissant. Je ne sais pas. Elle n'aime pas trop les étrangers. Bien sûr, dit Martin rapidement, je comprends parfaitement. Mais vous n'êtes pas un étranger, continua Ellie. Vous êtes le monsieur à la belle voiture qui nous a donné de l'argent pour le lait. Et vous avez un bouchon de bouteille. Martin sourit. La logique de l'enfant était à la fois simple et profonde. Je peux aider, dit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse y réfléchir. Ta maman cherche du travail, n'est-ce pas? Peut-être que je peux l'aider. Vraiment? Les yeux d'Ellie s'illuminèrent. Maman serait moins triste. Elle pleure la nuit quand elle pense que nous dormons. Martin sentit son cœur se serrer. Il se souvint de sa propre mère, des années auparavant, faisant la même chose. Puis-je lui parler? Demanda-t-il en se levant. Je promets d'être respectueux. Ellie sembla réfléchir un instant, le regardant, puis le bâtiment. Puis elle hocha la tête. D'accord, dit-elle en ramassant ses bouchons de bouteille et en les mettant soigneusement dans la poche de son manteau trop grand. Mais ne lui dites pas que j'ai dit qu'elle pleurait. D'accord? Elle a honte. Je ne le ferai pas, promit Martin. Alors qu'ils marchaient ensemble vers le bâtiment jaune, Martin ressentait un mélange de nervosité et de détermination. Il ne savait pas exactement ce qu'il dirait à la mère d'Ellie, comment il expliquerait sa présence là-bas, comment il offrirait son aide sans paraître condescendant ou intrusif. Mais il savait qu'il devait essayer, parce que dans cette petite fille au bouchon de bouteille colorée, il avait trouvé quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, un lien avec son propre passé, avec l'humanité qu'il avait enterrée sous des années d'ambition et de succès vides. Et pour la première fois depuis longtemps, Martin ne pensait pas aux affaires, au profit, à conquérir plus. Il pensait juste à comment il pourrait aider cette famille, comment il pourrait faire partie de quelque chose de réel et de significatif à nouveau. « Venez » dit Ellie en lui prenant la main avec naturel et en le tirant vers l'entrée du bâtiment. « Maman vous aimera bien. Vous êtes gentil. » Martin la suivit, sentant la petite prise de cette main confiante dans la sienne, sachant qu'il était sur le point de franchir un seuil qui changerait sa vie pour toujours. Martin monta les escaliers du bâtiment jaune, suivant Ellie qui sautait quelques marches en avant. Le couloir faiblement éclairé sentait l'humidité et la cuisine. Les murs écaillés montraient des taches d'eau et la main courante était lâche par endroits. Pourtant, il remarqua que quelqu'un essayait de garder l'endroit propre. Le sol, bien qu'usé, était exempt de déchets. « C'est ici », annonça Ellie, s'arrêtant devant une porte portant le numéro 302 peint à la main. Elle frappa 3 fois, aussi excitée. « Maman, j'ai amené un ami. » Martin se sentit soudain nerveux.
Que faisait-il ici? Comment expliquerait-il sa présence? Il redressa automatiquement sa chemise et passa une main dans ses cheveux. La porte s'ouvrit. Une jeune femme apparut, tenant un bébé. Elle devait avoir environ 25 ans, mais l'épuisement sur son visage la faisait paraître plus âgée. Malgré tout, il y avait une beauté naturelle dans ses traits, une sorte de dignité que les difficultés n'avaient pas réussi à effacer. Elle portait un simple t-shirt et un jean délavé. Ses cheveux, de la même couleur que ceux d'Ellie, étaient tirés en une queue de cheval désordonnée. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit Martin, un étranger bien habillé, debout à côté de sa fille. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle directement, tirant Ellie plus près avec sa main libre. « Maman, c'est le monsieur à la belle voiture », expliqua Ellie avant que Martin ne puisse répondre. « Celui qui m'a donné de l'argent pour le lait, tu te souviens ?» Le visage de Rachel passa de la suspicion à la reconnaissance. Ses yeux scrutèrent Martin de la tête aux pieds. « Je suis Martin Haye », se présenta-t-il en lui tendant la main. « J'ai rencontré Ellie il y a quelques jours, quand elle nettoyait ma voiture. » Rachel ne lui prit pas la main. Elle tenait fermement le bébé et son regard était un mélange de honte et de fierté blessée. « Je sais qui vous êtes, dit-elle en surprenant Martin. J'ai vu votre photo dans un journal local. Le promoteur immobilier. » Martin baissa la main, embarrassé. « Oui, c'est moi. »« Que faites-vous ici ?» La question était directe, sans préambule. « Martin hésita. « Je voulais voir si Ellie allait bien, si l'argent avait aidé. » De l'intérieur de l'appartement, un autre bébé pleurait. Rachel soupira. « Ellie, va voir ton frère, » demanda-t-elle. La fille courut à l'intérieur, laissant les adultes à la porte. Rachel regarda Martin un instant, semblant décider quelque chose. « Merci pour l'argent. Cela a beaucoup aidé. » Elle commença à fermer la porte, mais Martin parla rapidement. « Attendez, s'il vous plaît. Je voulais juste parler. » « À propos de quoi exactement ?» Sa voix était ferme mais pas hostile. « À propos de la façon dont je peux aider. » Rachel leva le menton. « Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur Haye. » Martin remarqua la fierté dans ses yeux. C'était la même fierté que sa propre mère avait montrée tant de fois, même dans les pires moments. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il en baissant la voix. « J'ai été de l'autre côté. J'ai traversé ce que vous traversez. » Rachel l'étudia un instant, le bébé s'agitant dans ses bras. De l'intérieur, Ellie appela « Maman, Tommy veut de l'eau. » Rachel hésita, puis ouvrit la porte plus largement. « Entrez, mais juste un instant. » L'appartement était petit, mais étonnamment propre et organisé, étant donné qu'il abritait 3 enfants. Il n'y avait que l'essentiel, un canapé usé, une table avec 3 chaises, une petite vieille télévision. La cuisine n'était qu'un coin avec une cuisinière, un petit réfrigérateur et un évier. Martin vit une porte qui devait mener à une chambre et un pot qui montrait une minuscule salle de bain. Ellie était sur le sol du salon, à côté d'un matelas où un autre bébé, identique à celui que Rachel tenait, était assis en gémissant. Des jouets improvisés, des bouchons de bouteilles, des récipients vides, des boîtes étaient éparpillées sur le sol. « De l'eau, maman » rappela Ellie. Rachel posa le bébé qu'elle portait à côté de son frère et alla à la cuisine. Martin resta immobile, observant. Sur le mur, il y avait quelques dessins d'enfants scotchés. Dans un coin, une pile de CV imprimés. Sur la table, des livres pour enfants usés. « Vous pouvez vous asseoir » dit Rachel, revenant avec une tasse d'eau qu'elle tendit à Ellie pour la donner à son frère. Elle désigna l'une des chaises. « Si vous voulez. » Martin s'assit, se sentant trop grand pour le petit espace. « Merci. »« Alors, » commença Rachel, s'asseyant en face de lui, les bras croisés, « qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Haye ?»« Martin, s'il vous plaît, » la corrigea-t-il. Mais quand Ellie s'est approchée de moi pour nettoyer ma voiture, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent pour le lait de ses frères. Elle n'aurait jamais dû sortir seule, dit Rachel en regardant sa fille avec un mélange d'affection et d'inquiétude. J'ai failli mourir de peur quand je ne l'ai pas trouvée à la maison. Elle est très courageuse, commenta Martin. Trop courageuse parfois, soupira Rachel. Puis elle regarda directement Martin. J'apprécie l'argent. Cela nous a beaucoup aidés, mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de charité. Je cherche un travail. Je serai capable de subvenir aux besoins de mes enfants. Il y avait tant de détermination dans sa voix que Martin n'en douta pas un instant. Je n'en doute pas, dit-il sincèrement. C'est juste que quand j'ai vu Ellie, je me suis souvenu de moi.
Quand j'étais enfant. Rachel haussa un sourcil, surprise. Vous? Martin hocha la tête. J'ai grandi dans un endroit pas très différent de celui-ci. Ma mère m'a élevé seule. J'ai aussi traversé des difficultés. Rachel étudia son visage comme si elle cherchait des signes de mensonge. Elle semblait vraiment surprise. Vous n'en avez pas l'air, dit-elle finalement. Martin esquissa un petit sourire. Alors j'ai travaillé très dur pour changer cela. L'un des bébés commença à pleurer plus fort. Rachel se leva immédiatement et le prit dans ses bras, le calmant par de doux murmures. C'est Tommy, expliqua-t-elle. Le plus impatient des deux. Ben est plus calme. Martin observa la façon dont elle manipulait les bébés avec fermeté et affection, malgré l'épuisement évident sur son visage. Il vit les cernes profonds sous ses yeux, les petites coupures et les callosités sur ses mains. Des mains qui avaient beaucoup travaillé. Vous avez dit que vous aviez perdu votre emploi, demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Rachel soupira. Je travaillais comme femme de ménage dans un hôtel. Il a fermé il y a 2 mois. Depuis, je fais des petits boulots, mais c'est difficile avec 3 enfants et leur père. Il est parti avant la naissance des jumeaux, répondit-elle d'un ton qui indiquait clairement qu'elle ne voulait pas s'étendre. Il n'y a plus que nous 4 maintenant. Martin hocha la tête sans insister. Il regarda à nouveau autour de lui, remarquant plus de détails. La fenêtre avec un rideau de fortune, la vaisselle soigneusement empilée, les quelques aliments organisés dans des contenants transparents, une maison aux ressources limitées mais pleine de soins. Je devrais y aller, dit-il en se levant. Mais puis-je revenir un autre jour? Rachel sembla surprise par la demande. Pourquoi? Martin hésita. Comment expliquerait-il cette impulsion qu'il ne comprenait même pas entièrement? Parce que rencontrer Ellie, et maintenant vous, m'a fait me souvenir de choses importantes que j'avais oubliées. Rachel ne répondit pas tout de suite. Finalement, elle haussa les épaules. C'est un pays libre. Ce n'était pas exactement une invitation chaleureuse, mais c'était suffisant. Les jours suivants, Martin ne pouvait pas chasser cette famille de son esprit. La petite Ellie avec ses bouchons de bouteille, les jumeaux avec leur sourire édenté, Rachel avec sa dignité ferme face à l'adversité. Il est retourné au travail, mais son cœur n'y était pas. Pendant des réunions importantes, il se retrouvait à penser au petit appartement, aux murs écaillés et au réfrigérateur presque vide. Le 3e jour, il a pris une décision. Il a quitté le bureau tôt et est allé à un supermarché, pas celui qu'il fréquentait habituellement, mais un plus simple où les gens ordinaires faisaient leurs courses. Il a rempli 2 chariots de produits de première nécessité, lait, pain, fruits, viande, légumes, céréales, biscuits. Il a ajouté des couches et des produits d'hygiène. Au rayon des jouets, il a hésité, puis a choisi un petit ours en peluche pour chaque jumeau et une simple poupée pour Ellie. Quand il est arrivé à Hope's Landing, le soleil commençait à se coucher. Cette fois, il a garé la voiture plus loin et a porté les sacs lourds jusqu'à la rue principale. Certains habitants le regardaient avec curiosité, mais il n'y avait pas autant d'hostilité que la première fois. Il a lentement monté les escaliers, les sacs cognant contre ses jambes. Il est arrivé essoufflé au 3e étage et a frappé à la porte 302, essayant de reprendre son souffle. C'est Ellie qui a ouvert la porte, ses yeux s'écarquillant en voyant Martin avec tant de sacs. « Le monsieur de la voiture », s'est-elle exclamée en sautant de joie. « Maman, c'est Martin. » Rachel est apparue juste derrière elle, s'essuyant les mains sur un torchon. Quand elle a vu les sacs, son visage s'est durci. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, son ton défensif étant de retour. « Juste quelques trucs, répondit Martin maladroitement. J'ai pensé qu'il pourrait être utile. Ellie jetait déjà un coup d'œil dans les sacs, ses yeux brillants. Du chocolat, maman, il y a du chocolat. Rachel hésita, clairement en conflit. Martin attendit sans insister. S'il vous plaît, dit-il doucement, acceptez. Ce n'est pas de la charité. C'est de la solidarité. Quelque chose dans son ton a dû toucher Rachel. Ses épaules se détendirent un peu. Elle s'éloigna de la porte. « Entrez », dit-elle simplement. Martin entra et posa les sacs sur la petite table. Ellie montrait déjà à ses frères le contenu, parlant avec enthousiasme. Les jumeaux, assis sur le matelas du salon, frappaient des mains sans comprendre la raison de l'agitation. « Il y a de la viande et du lait et des bananes et des biscuits. » Ellie sauta dans les bras de sa mère en voyant les sacs. « Oh, regarde tout ça, maman !» Rachel serra sa fille dans ses bras, ses yeux se remplissant de larmes. Un instant, sa façade de force s'effondra et Martin vit la vulnérabilité derrière elle.
La peur, l'épuisement, le soulagement momentané. Merci, dit-elle, la voix tremblante. Ça va beaucoup nous aider. Martin sourit, sentant une étrange chaleur dans sa poitrine. De rien. Pendant que Rachel rangeait les provisions, Martin s'est assis par terre avec les enfants. Il a donné les ours en peluche aux jumeaux qui les ont attrapés avec de petits cris de joie. Ellie a serré sa nouvelle poupée contre elle, comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. « Voudriez-vous dîner avec nous » a invité Rachel, se surprenant elle-même et Martin. « J'adorais » a-t-il répondu sincèrement. Alors qu'il regardait Rachel préparer un repas simple, jouant avec les enfants sur le sol du salon, Martin a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, un sentiment d'appartenance, d'être exactement là où il devait être. Plus tard, lorsque les jumeaux furent endormis et qu'Ellie jouait tranquillement avec sa nouvelle poupée, Martin s'approcha de Rachel dans la petite cuisine. « Si vous voulez, dit-il doucement, je peux aider. Avec un emploi peut-être ? Je connais des gens, j'ai des contacts. » Rachel le regarda, suspicieuse. « Pourquoi ?» Martin prit une profonde inspiration. « Parce que je sais ce que c'est. J'ai eu des besoins quand j'étais petite, et parce que... » Il hésita, puis compléta avec sincérité, « et parce que votre famille m'a rappelé ce qui compte vraiment. » Pendant un long moment, Rachel le regarda simplement. Puis, presque imperceptiblement, elle hocha la tête. C'était une petite chose, juste un minuscule geste. Mais pour Martin, cela signifiait le début d'une véritable connexion, un pont construit avec respect et empathie, reliant deux mondes qui, bien que lointains en apparence, partageaient une humanité commune. Les semaines passèrent et les visites de Martin à la famille de Rachel devinrent fréquentes. Parfois, il se présentait avec des sacs d'épicerie, d'autres fois, juste pour jouer avec les enfants. Les jumeaux souriaient maintenant en le voyant et Ellie courait à la porte en entendant son coup caractéristique. 3 coups rapides, une pause, puis 2 autres. Ce samedi après-midi, Martin suggéra une sortie au parc voisin. Le temps était couvert mais pas pluvieux, et les enfants avaient besoin d'air frais. Rachel hésita d'abord, inquiète du temps, mais l'enthousiasme d'Ellie était contagieux. « S'il te plaît, maman, je veux montrer à Martin les balançoires. » Rachel sourit, vaincue. « D'accord, mais nous prendrons des vestes et nous rentrerons tout de suite s'il commence à pleuvoir. » Ils se préparèrent rapidement. Martin aida à habiller les jumeaux pendant que Rachel préparait un petit sac avec des couches et des collations. Le parc n'était qu'à 4 pâtés de maison, une courte marche qu'Ellie transforma en aventure, sautant sur chaque fissure du trottoir. « Fais attention Ellie » avertit Rachel en poussant la poussette double avec les jumeaux. « Laisse-la faire » dit Martin avec un sourire. « Les enfants ont besoin de sauter. » Rachel secoua la tête mais sourit. Il était difficile de nier que Martin avait une façon particulière avec les enfants. Dernièrement, elle avait remarqué à quel point ils semblaient différents lors de ses visites, plus détendus, plus vivants, comme si leur présence réveillait quelque chose de dormant en lui. Le parc était presque vide en raison du temps nuageux. Ellie courut devant, droit vers les balançoires. « Pousse-moi Martin, très haut !» Martin la rattrapa, riant de son enthousiasme. Rachel regardait les jumeaux agités dans la poussette, impatients de sortir aussi. « Juste une minute, petit » dit-elle en ajustant leurs vêtements. Pendant une demi-heure, ils ont profité du parc. Martin a alterné les poussées d'Ellie sur la balançoire et les jeux avec les jumeaux sur le petit toboggan. Rachel était assise sur un banc, observant. C'était étrange, pensait-elle, comment cet homme riche et puissant semblait si à l'aise à jouer dans le sable avec ses enfants. Il ne restait rien de l'homme d'affaires sérieux qu'elle voyait dans les journaux locaux. C'est alors que les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. « Il est temps de rentrer » annonça Rachel en se levant. « Il commence à pleuvoir. » Martin hocha la tête, aidant les jumeaux à retourner dans la poussette. Ellie, cependant, voulait un dernier tour de toboggan. « Juste une fois de plus, maman, s'il te plaît. » Vite alors, céda Rachel. Ellie monta les marches en courant et glissa en criant de joie. En sautant du bout du toboggan, elle ne remarqua pas la petite flaque d'eau qui s'était formée à cause de la pluie. Son pied glissa et elle tomba sur les genoux sur le sol rugueux du ciment. Le cri qui suivit fit que Rachel laissa tomber la poussette et courut. Martin arriva le premier, s'accroupissant à côté d'Ellie qui pleurait bruyamment, tenant son genou. « Laisse-moi voir, princesse » demanda-t-il doucement. Ellie retira sa main, révélant une coupure pas très profonde mais qui saignait pas mal. Le jean déchiré et taché de sang semblait aggraver les choses. « Mon genou » sanglota-t-elle, son visage déformé par la douleur.
Martin sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était une simple éraflure, le genre que tous les enfants ont à un moment donné, mais ses pleurs l'affectèrent d'une manière inattendue. Soudain, c'était comme si le temps avait reculé et qu'il était le petit garçon qui pleurait, sans personne pour l'aider, à part une mère trop épuisée pour offrir plus que des mots rapides de réconfort. « Ça va aller », dit-il, sa voix étrangement étranglée. Sans hésiter, il prit Ellie dans ses bras. Rachel arriva essoufflée. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle a glissé et s'est coupé le genou, expliqua Martin. Ce n'est rien de grave, mais il faut nettoyer. La pluie commença à tomber plus fort. Martin enleva son manteau, d'un bras tenant toujours Ellie, et la couvrit. « J'ai vu une pharmacie au coin, dit-il. Allons-y. C'est plus proche que de rentrer à la maison. » Rachel hésita, regardant les jumeaux dans la poussette. Martin remarqua son inquiétude. « Tu prends les jumeaux. Je prends Ellie. Nous irons ensemble. » Ils coururent sous la pluie de plus en plus forte, Martin portant Ellie avec aisance, Rachel poussant la poussette, essayant de garder les bébés au sec avec la couverture. Quand ils atteignirent la pharmacie, ils étaient tous trempés, sauf Ellie, protégée par le manteau de Martin. Le pharmacien, un homme âgé, les conduisit dans une petite pièce à l'arrière. « Vous pouvez utiliser ça », proposa-t-il, apportant une trousse de premier secours. Martin assit Ellie sur le comptoir, parlant doucement pendant que Rachel calmait les jumeaux qui commençaient à pleurer, agités par toute l'agitation. « Ça va piquer un peu », avertit Martin en se préparant à nettoyer la plaie. « Mais tu es courageuse, n'est-ce pas ?» Ellie hocha la tête, sanglotant toujours. Elle lui serra la main fermement tandis qu'il nettoyait doucement l'éraflure avec de l'antiseptique, son visage déformé par la piqûre, mais elle ne cria plus. « Tu es très courageuse », la loua-t-il, souriant pour cacher sa propre émotion. Rachel observa, impressionnée par la douceur de Martin. Il y avait une tendresse dans ses gestes qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, pas seulement de la gentillesse, mais une profonde empathie, comme si la douleur d'Ellie était la sienne. Quand il eut fini de nettoyer et de poser un pansement coloré, Martin souleva de nouveau Ellie dans ses bras. « C'est fait. Maintenant, tu as une médaille de courage sur ton genou. » Ellie sourit à travers ses larmes. « Ça fait toujours mal. »« Ça va passer », l'assura-t-il. « Et en attendant, que dirais-tu d'une glace pour aider ?» Rachel intervint. « Martin, elle pourrait attraper froid. Elle est déjà toute mouillée. » « Et juste une toute petite, » insista-t-il avec un regard suppliant qui fit rire Rachel. « Vous avez tous les deux la même tête quand vous demandez quelque chose, » commenta-t-elle. Ils attendirent que la pluie cesse à la pharmacie. Martin acheta des médicaments, d'autres pansements et même des vêtements secs pour les enfants au magasin voisin. Quand ils partirent enfin, il portait toujours Ellie, qui reposait sa tête sur son épaule, déjà remise de la peur. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent pour la glace promise. Martin s'assit avec Ellie à une table pendant que Rachel nourrissait les jumeaux. En les regardant, elle réalisa que quelque chose avait changé. Martin n'était plus le riche bienfaiteur qui apparaissait avec des cadeaux et des solutions. Il était quelqu'un qui se souciait vraiment, qui était à leur côté dans les moments difficiles, pas seulement les bons. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Ellie dormait déjà dans les bras de Martin, épuisée par l'aventure. Il la plaça soigneusement dans son lit, la couvrant de la couverture. « Merci », dit Rachel doucement quand ils furent seuls dans le petit salon. « Pour aujourd'hui, pour tout. » Martin esquissa un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « Tu n'as pas à me remercier. C'est à ça que servent les amis, n'est-ce pas ? Des amis. » Le mot flottait entre eux. Simple et vrai. Rachel hocha la tête, lui rendant son sourire. Ce n'était plus le millionnaire et la mère célibataire au chômage. C'étaient juste deux personnes qui, d'une manière improbable, avaient trouvé la confiance l'une en l'autre. La légère pluie tapait contre la fenêtre du petit appartement, créant une douce mélodie qui berçait l'après-midi de dimanche. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident au parc. Le genou d'Ellie était presque guéri, juste une petite marque rose restant comme un rappel de la frayeur. Dans le salon, Ellie jouait sur le tapis avec ses frères, montrant aux jumeaux comment empiler les blocs colorés que Martin avait apportés lors de sa dernière visite. Les bébés riaient en renversant les piles avec des tapotements enthousiastes, à la grande frustration et au grand amusement de leur sœur aînée. « Non Tommy, pas comme ça. Il faut mettre l'un sur l'autre. » Rachel sourit en regardant ses enfants depuis le canapé usé où elle était assise à côté de Martin. Elle tenait une tasse de thé dans ses mains, soufflant dessus lentement avant de prendre une gorgée. « Ils apprennent vite », commenta Martin. «
Bientôt, ils construiront des tours plus hautes que la sienne et les démoliront aussi, ajouta Rachel avec un soupir enjoué. Un silence confortable s'installa entre eux. Après tant de visites, la tension initiale avait disparu. Martin était devenu une présence constante dans la vie de la famille, apportant non seulement une aide matérielle, mais une amitié à laquelle Rachel ne s'attendait pas. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Martin rompit le silence, hésitant. « Bien sûr, » répondit-elle en posant sa tasse sur la table basse. « Vous ne parlez jamais de leur père. » Rachel détourna le regard vers les enfants. Un instant, Martin pensa avoir dépassé les bornes, mais elle prit une profonde inspiration. « Il n'y a pas grand-chose à dire, » commença-t-elle, la voix basse pour qu'Ellie n'entende pas. « J'ai rencontré Greg quand j'avais 19 ans. Je travaillais comme caissière de supermarché. Je venais de quitter la maison de mes parents. » Elle fit une pause, comme si elle rassemblait ses souvenirs. Il était charmant, amusant. Il me faisait rire. Il disait qu'il avait de grands projets, qu'il allait monter sa propre entreprise. Je croyais tout. Un triste sourire traversa ses lèvres. Nous avons emménagé ensemble après 6 mois. Quand j'ai appris que j'étais enceinte d'Ellie, nous étions heureux. Du moins, je l'étais. Martin écoutait en silence, sans l'interrompre. Rachel continua, le regard lointain. Après la naissance d'Ellie, les choses ont changé. Greg a commencé à sortir plus, à rentrer tard. Il disait qu'il cherchait des opportunités. Il faisait des petits boulots ici et là, mais jamais rien de stable. Nous nous disputions de plus en plus. Elle regarda les jumeaux qui essayaient maintenant de ramper sur les blocs éparpillés. Quand j'ai appris que j'étais de nouveau enceinte et de jumeaux, Greg est devenu différent, distant. Une nuit, il est rentré tard, a fait sa valise et a dit qu'il avait besoin d'espace, qu'il n'était pas prêt pour tant de responsabilités. Rachel haussa les épaules. Mais il n'est jamais revenu. Je suis désolé, dit Martin, la voix basse. Ça a été difficile à accepter au début, continua-t-elle. J'avais une jeune fille, j'étais enceinte de jumeaux, sans famille proche. Mes parents vivent dans un autre état et nous n'avons presque pas de contact. J'ai dû trouver une force que je ne savais même pas posséder. Juste à ce moment, Ben rampa vers eux et tira sur le pantalon de Rachel, babillant. Elle le prit dans ses bras et le posa sur ses genoux. J'ai eu le travail à l'hôtel quand les jumeaux avaient 6 mois. La propriétaire m'a laissé amener les enfants. Il y avait une petite pièce à l'arrière où ils pouvaient rester. C'était parfait jusqu'à ce que l'hôtel ferme. Elle embrassa la tête du bébé. Depuis, c'est compliqué. Martin admira la force de cette femme. Pas de drame, pas d'apitoiement, juste la vérité crue d'une lutte quotidienne. « Comment faites-vous » demanda-t-il, sincèrement impressionné. 3 enfants, élevés seuls, sans soutien. Rachel haussa les épaules. Un jour à la fois. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Ce sont mes enfants. Avez-vous déjà pensé à chercher leur père? Pourquoi faire? Il y avait une fermeté dans sa voix. Quelqu'un qui part de son plein gré ne mérite pas de revenir par obligation. Je préfère que les enfants grandissent avec moins d'argent, mais avec respect et un amour véritable. Martin hocha la tête, comprenant. Il regarda Ellie qui lisait maintenant un livre à Tommy, inventant des histoires à partir des images. Rachel, dit-il après un moment, j'ai une proposition. Elle le regarda avec prudence. Quel genre de proposition? J'ai une ouverture dans mon entreprise, au service administratif. Rien de trop complexe, mais c'est un travail décent avec des horaires réguliers et des avantages. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Vous m'offrez un emploi? Oui, confirma Martin. Nous avons besoin de quelqu'un d'organisé, de responsable et de ponctuel. D'après ce que j'ai vu ces dernières semaines, vous êtes tout cela et plus encore. Elle fronça les sourcils. Martin, j'apprécie, mais je ne veux pas de charité. Je n'ai pas besoin que vous créiez un poste juste pour. Ce n'est pas de la charité, l'interrompit-il. Le poste existe. Mon assistante est surchargée depuis des mois. Nous avons besoin de quelqu'un pour organiser les dossiers, répondre au téléphone, gérer les plannings. C'est un vrai travail. Mais je n'ai aucune expérience dans ce domaine. J'ai toujours travaillé dans des métiers plus manuels. Vous gérez ce foyer avec 3 jeunes enfants, sans aide et avec des ressources limitées, argumenta Martin. Cela demande plus de compétences organisationnelles que beaucoup de cadres que je connais. Rachel secoua la tête, non en signe de désaccord, mais d'incrédulité. Et les enfants? Je ne peux pas les laisser seuls. Le bureau a une garderie sur place pour les enfants des employés,
expliqua-t-il. Les jumeaux peuvent y rester pendant votre service. Et Ellie a l'âge d'aller à l'école maintenant, n'est-ce pas? Oui, mais... Rachel se mordit la lèvre. Ça semble trop beau pour être vrai. Ce n'est pas une faveur, l'assura Martin. C'est une opportunité pour vous et pour mon entreprise. Ben gigota sur les genoux de Rachel, voulant retourner au sol. Elle le plaça sur le tapis et il rampa vers ses jouets. Quel serait le salaire? Demanda-t-elle finalement en regardant Martin dans les yeux. Il mentionna un chiffre qui fit de nouveau s'écarquiller ses yeux. C'était plus du double de ce qu'elle gagnait à l'hôtel. C'est beaucoup, dit-elle, essoufflée. C'est ce que paie le poste, répondit-il simplement. Et il y a des possibilités d'évolution si vous êtes intéressé. Rachel regarda ses enfants, puis le petit appartement aux murs écaillés et enfin Martin. Pourquoi faites-vous cela? Demanda-t-elle doucement. Martin suivit son regard vers les enfants. Parce que tout le monde mérite une chance. J'ai eu la mienne. Maintenant, c'est votre tour. Rachel resta silencieuse un long moment. Martin pouvait voir les pensées défiler sur son visage. Le doute, l'espoir, la peur, la détermination. Quand puis-je commencer? Demanda-t-elle finalement. Martin sourit. Lundi vous conviendrait-il? Rachel hocha la tête, un sourire se répandant lentement sur son visage. Lundi, acquiesça-t-elle. Cette nuit-là, après le départ de Martin et une fois les enfants endormis, Rachel s'assit sur le bord de son lit, les mains légèrement tremblantes. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait plus être une simple série d'obstacles à surmonter. Il y avait une porte ouverte, une réelle possibilité. Elle regarda les jumeaux dormant dans leur berceau et Ellie recroquevillée sous la couverture. Ses enfants auraient de la nourriture sur la table tous les jours, des vêtements corrects, peut-être, à terme, un meilleur endroit où vivre, un revenu décent, des mots simples qui signifiaient un monde de différence. Rachel s'allongea, fermant les yeux. La pluie tapait toujours contre la fenêtre, mais maintenant le son semblait différent. Ce n'était plus une mélodie mélancolique, mais le rythme doux de nouvelles possibilités. Rachel vérifia son reflet dans le petit miroir du couloir. Cheveux soignés, maquillage léger, vêtements formels mais confortables, son uniforme de travail comme elle aimait le dire en plaisantant. 2 semaines après le début de son nouvel emploi, cela semblait encore surréaliste. Ellie, chaussures. On va être en retard. Appelait-elle en ajustant le sac sur son épaule tandis qu'elle finissait de préparer le sac à langer des jumeaux. La vie avait changé rapidement. Il se levait plus tôt, suivait une routine stricte. Ellie allait à l'école puis à un programme parascolaire, tandis que les jumeaux restaient à la garderie de l'entreprise. Rachel travaillait au service administratif, apprenant rapidement ses nouvelles fonctions. À la fin de la journée, Martin les ramenait souvent en voiture, s'arrêtant parfois pour un dîner simple en chemin. C'était fatigant, mais pour la première fois depuis longtemps, Rachel se sentait en sécurité. Son premier salaire lui avait déjà permis d'acheter de nouveaux vêtements pour les enfants, de payer des factures en retard et même d'économiser un peu. Prête, maman? Ellie apparut, fière dans son uniforme scolaire complet. Parfait. Allons-y. Les garçons sont déjà dans la poussette. Elle ouvrit la porte et manqua de se heurter à un homme debout dans le couloir, sur le point de frapper. Pendant une seconde, elle ne le reconnut pas. Puis son cœur s'arrêta. Greg. L'homme devant elle semblait à la fois familier et étrange. Plus mince qu'elle ne se souvenait, cheveux plus courts, vêtements simples mais soignés. Ses yeux, cependant, étaient les mêmes. Brun clair, comme ceux d'Ellie. « Salut Rachel », dit-il avec un sourire hésitant. Longtemps sans se voir. Rachel sentit le sang lui quitter le visage. 2 ans sans un mot, un appel, aucune aide financière. 2 ans à élever 3 enfants seuls. Et maintenant, il était là, devant sa porte, comme s'il venait de sortir acheter des cigarettes. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. Greg regarda par-dessus son épaule dans l'appartement. « Je voulais voir les enfants. Voir comment vous alliez tous. »« Papa !» La petite voix d'Ellie fit se retourner Rachel. La petite fille était debout au milieu de la pièce, regardant l'homme à la porte avec une expression difficile à déchiffrer. Greg sourit, s'accroupissant. « Salut princesse. Et regarde comme tu as grandi. » Ellie ne courut pas vers lui, comme Rachel l'avait craint. Au lieu de cela, elle resta immobile, l'examinant avec un sérieux impressionnant pour une enfant de 5 ans. « Tu es mon papa, » dit-elle finalement avec une clarté qui surprit tout le monde. « Tu nous as quittés. Tu as rendu maman triste. Nous allons bien sans toi. »
Greg eut l'air d'avoir été physiquement frappé par les mots. Il se leva lentement, le sourire disparaissant. Il baissa la tête, sans voix. Rachel ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Comment sa petite fille pouvait-elle articuler si clairement ce qu'elle-même avait du mal à exprimer? Nous sommes en retard, dit Rachel en poussant la poussette avec les jumeaux dans le couloir. Les bébés regardaient curieusement l'étranger, sans reconnaissance. Ce sont eux? Demanda Greg en regardant les jumeaux avec une expression indéchiffrable. Ce sont nos enfants? Ce sont mes enfants, corrigea Rachel. Nous devons y aller. J'ai du travail et les enfants ont des endroits où aller. Du travail? Greg sembla surpris. Oh? Ce n'est pas tes affaires, répondit-elle en fermant la porte de l'appartement. Maintenant, si tu veux bien nous excuser. Rachel, s'il te plaît, supplia-t-elle. Je veux juste parler. J'ai changé. J'ai un emploi stable. Je suis sobre depuis 8 mois. Je veux faire partie de leur vie. Elle le fixa, cherchant sur son visage des signes de mensonge. Greg avait toujours été bon avec les mots, avec les promesses. Nous sommes en retard, répéta-t-elle. Si tu veux vraiment parler, reviens ce soir à 19h. Greg hocha rapidement la tête. Je serai là. Merci, Rachel. Elle ne répondit pas, passant devant lui avec la poussette. Ellie suivit, jetant un dernier regard suspicieux à son père avant de prendre la main de sa mère. Dans l'ascenseur, Rachel prit une profonde inspiration, essayant de contrôler les tremblements de ses mains. « Tu es en colère, maman ?» demanda Ellie. Rachel regarda sa fille. « Pas contre toi, ma chérie. Jamais contre toi. Il va repartir ?» La question plana dans l'air, trop lourde pour un matin de semaine. « Je ne sais pas, » répondit Rachel honnêtement. « Mais nous allons bien, quoi qu'il arrive. Tu te souviens de ce que je dis toujours ? Nous sommes une équipe, » répondit Ellie avec un petit sourire. Exactement, la meilleure équipe du monde. Les jours suivants, Greg devint une présence fréquente, bien que toujours périphérique, dans leur vie. Il se présentait en fin d'après-midi, apportant de petits cadeaux, un paquet de bonbons, une petite voiture en plastique, une poupée bon marché. Il s'asseyait dans le salon pendant 1 heure ou moins, essayant de parler aux enfants. Ellie restait distante, ne répondant que lorsque c'était nécessaire, le regardant avec des yeux suspicieux. Les jumeaux, cependant, étaient une autre histoire. Trop jeunes pour se souvenir de l'abandon, ils regardaient avec curiosité cet homme qui apportait des jouets et faisait des voix amusantes. Rachel observait tout avec prudence. Elle n'interdisait pas les visites, mais fixait des règles claires, jamais sans sa présence, jamais plus d'1 heure, jamais d'interférence avec la routine des enfants. Lors d'une de ces visites, alors que Greg essayait de faire tenir un petit ours à Ben, Martin apparut à la porte. La rencontre fut tendue. 2 hommes représentant des mondes complètement différents dans la vie de Rachel. « C'est Martin, » présenta-t-elle, « mon patron et un ami de la famille. » Les 2 hommes s'évaluèrent. Greg, visiblement mal à l'aise, Martin, poli mais froid. « Je reviendrai une autre fois, » dit Martin, sentant la tension. « Je passais juste déposer les papiers pour le formulaire que vous m'aviez demandé. » Après son départ, Greg demanda, avec une pointe de jalousie dans la voix, « Il vient souvent ici. » Souvent, répondit Rachel sans s'étendre. Martin a été un grand soutien pour nous. Greg hocha la tête, un muscle tressautant dans sa mâchoire. Un après-midi, près d'1 semaine après son retour, Rachel décida finalement qu'il était temps d'avoir une conversation franche. Les enfants dormaient, les jumeaux dans leur berceau, Ellie sur son petit lit dans un coin de la pièce. « Pourquoi es-tu revenu maintenant, Greg ?» demanda-t-elle directement, assise à la table de la cuisine. Il fit tourner sa tasse de café entre ses mains, pensif. « Parce que je me suis enfin senti prêt, » répondit-il. J'étais un lâche, Rachel. Quand j'ai appris pour les jumeaux, j'ai paniqué. Je n'imaginais pas comment j'allais subvenir aux besoins de 3 enfants alors que j'avais à peine de quoi m'occuper de moi-même. Et moi, je le pouvais, rétorqua-t-elle. Tu crois que je n'ai pas eu peur aussi ? Greg baissa la tête. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse. Je veux juste une chance de connaître mes enfants, d'être un père, même si c'est tard. Rachel étudia son visage, essayant de séparer la sincérité de la manipulation. Greg avait toujours su avoir l'air désolé quand cela l'arrangeait. Ils n'ont pas besoin de cadeaux bon marché ou de visites occasionnelles, dit-elle finalement. Ils ont besoin de constance, de quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, qui ne disparaîtra pas quand les choses se compliquent. Je sais,
acquiesça-t-il. Et j'essaie d'être cette personne maintenant. J'ai un emploi stable. Je participe à un groupe de soutien. J'ai loué un petit appartement à quelques pâtés de maison d'ici. Rachel le regarda droit dans les yeux, sans ciller. J'espère que tu ne disparaîtras plus de leur vie, dit-elle, chaque mot lourd de sens. Parce que si cela arrive, il n'y aura pas de troisième chance. Tu comprends? Greg soutint son regard et hocha la tête lentement. Je comprends. Rachel ne dit pas qu'elle le croyait. Elle ne dit pas qu'elle faisait confiance à ses promesses. Des années de déception lui avaient appris à accorder de la valeur aux actions plutôt qu'aux paroles. Mais pour l'instant, elle le laisserait essayer. Non pas pour les sentiments qu'elle avait autrefois pour lui, depuis longtemps enterrés, non pas pour un rêve romantique d'une famille réunie, mais parce que malgré tout, il était le père de ses enfants et il méritait la chance de le connaître, de décider par eux-mêmes du rôle qu'ils joueraient dans leur vie. En attendant, Rachel continuerait à faire ce qu'elle avait toujours fait, protéger ses enfants, construire un avenir meilleur et aller de l'avant, avec ou sans Greg. Martin faisait tourner un stylo entre ses doigts, fixant la pile de documents sur son bureau. Devant son bureau, le brouhaha de l'entreprise en pleine effervescence suivait son rythme normal. Téléphone qui sonne, conversation professionnelle, le son familier d'une organisation florissante. Mais quelque chose avait changé en lui. Au cours des derniers mois, depuis qu'Ellie était entrée dans sa vie en nettoyant la vitre de sa voiture, Martin voyait le monde avec des yeux différents. L'empire qu'il avait bâti, les bâtiments qu'il avait érigés, les affaires à des milliards de dollars, tout cela lui semblait différent maintenant, non pas moins important, juste incomplet. Il a pris le premier document de la pile. La fondation Clean Slate lisait l'entête en caractères élégants, et en dessous, la déclaration de mission, soutenir les familles en situation vulnérable, avec un accent particulier sur les mères célibataires et leurs enfants. L'idée lui était venue des semaines plus tôt, après une visite à la famille de Rachel. Les jumeaux avaient fait leur premier pas ce jour-là, titubant dans le petit appartement avec des cris de joie. Ellie les encourageait, fière de ses frères. Rachel, fatiguée du travail mais visiblement heureuse, préparait le dîner dans la minuscule cuisine. C'était une scène simple, le genre qui se produit dans des milliers de foyers chaque jour. Mais pour Martin, c'était une révélation. En voyant cette famille qui, contre toute attente, trouvait des raisons de sourire, de continuer, il comprit qu'il pouvait faire plus, beaucoup plus. Monsieur Hay, votre prochaine réunion est dans 15 minutes, l'informa son assistante par l'interphone. Merci Diana, je serai prêt. Martin reporta son attention sur les documents. La fondation n'était pas un petit projet. Elle débuterait par une contribution significative de ses biens personnels, mais l'intention était de grandir, d'établir des partenariats, de créer un réseau de soutien réel et durable. Il y avait des plans pour un centre de formation professionnelle avec une garderie gratuite pour les enfants, un programme d'aide au logement, des bourses, une aide juridique pour les mères qui, comme Rachel, avaient été abandonnées sans pension alimentaire ni assistance, un soutien psychologique, une structure complète pour offrir non seulement une aide immédiate, mais des outils pour l'indépendance. Martin savait que ce ne serait pas facile. Construire des gratte-ciel, conclure des affaires, cela, il l'avait maîtrisé. Mais construire des avenirs? C'était un territoire nouveau et stimulant. Pourtant, il se sentait plus enthousiaste à propos de ce projet que de tout autre depuis des années. Son téléphone a sonné. C'était Rachel. « Tout va bien là-bas » a-t-il demandé. « Oui » a-t-elle répondu. « Je voulais juste confirmer que vous viendrez à la fête d'anniversaire des jumeaux samedi. Ellie vous prépare une surprise. » Martin a souri. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'apporterai les cadeaux dont nous avons convenu. Rien d'exagéré. » « Merci » a dit Rachel, et il pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Oh, et Greg a confirmé qu'il viendrait aussi. J'espère que ce n'est pas un problème. » « Pas du tout » a assuré Martin. « C'est leur père. » Après avoir raccroché, Martin retourna au document. La mention de Greg le fit réfléchir à l'évolution des choses ces derniers mois. L'homme essayait vraiment. Il avait un emploi modeste, visitait les enfants régulièrement, commençait à établir une relation avec eux. Il n'était pas parfait, loin de là, mais il était présent. Martin ne ressentait aucune jalousie ni rivalité. Il avait trouvé sa propre place dans cette famille, non pas comme un substitut, mais comme un ami, un soutien, et maintenant, avec la fondation, il espérait trouver sa place dans de nombreuses autres histoires. Il signa le premier document, autorisant la création formelle de l'entité. Puis le second, le transfert initial des fonds.
Ensuite, la nomination du conseil d'administration, des personnes qu'il admirait pour leur intégrité et leur vision sociale. Parmi les noms, il avait inclus celui de Rachel. Quand il l'avait invitée à rejoindre le conseil, elle avait été surprise. « Pourquoi moi ? Je ne connais rien à la gestion d'une fondation. »« Vous en savez plus que vous ne le pensez », lui avait-il répondu. « Vous savez ce dont ces familles ont besoin parce que vous êtes passé par là. Votre expérience vaut plus que n'importe quel diplôme. » Après quelques hésitations, elle avait accepté. Martin sourit en se souvenant de la façon dont ses yeux s'étaient illuminés lorsqu'elle avait compris qu'elle pouvait aider d'autres femmes dans la même situation qu'elle. Alors qu'il finissait de signer le dernier document, Martin se leva et se dirigea vers la fenêtre panoramique de son bureau. En contrebas, la ville s'étendait, vivante et palpitante. Tant d'histoires se déroulaient simultanément. Tant de Rachel, tant d'Ellie, tant de petits jumeaux grandissant dans des circonstances difficiles. Il ne pouvait pas aider tout le monde, bien sûr. Mais il pouvait commencer, une ardoise propre à la fois, tout comme Ellie l'avait fait ce matin-là qui avait changé sa vie. Martin se souvint de son enfance, des difficultés qu'il avait rencontrées, de sa mère qui travaillait 2 emplois, des nuits l'estomac vide. Il se souvint qu'il avait juré que s'il en avait un jour les moyens, personne d'autre ne traverserait ce qu'il avait traversé. Au fil des ans, ce vœu d'enfance s'était enfoui sous des couches d'ambition. La quête de succès et de réalisation matérielle, jusqu'à ce qu'une fillette de 5 ans, déterminée à obtenir du lait pour ses frères, lui rappelle qui il était vraiment et ce qui comptait vraiment. « Monsieur Aïe, la réunion est sur le point de commencer », appela Diana depuis la porte. Martin hocha la tête, toujours en regardant par la fenêtre. « J'arrive. » Avant de se retourner, il sourit à son reflet dans la vitre. Il n'était plus seulement Martin Aïe, homme d'affaires prospère. Il était quelqu'un qui avait enfin trouvé un but plus grand, un moyen de redonner, de faire une différence. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment propre à l'intérieur, comme si toutes les tâches qu'il avait accumulées au fil des ans, l'indifférence, le détachement, l'attention exclusive portée à lui-même étaient effacées, une vitre à la fois. Et cela, réalisa Martin, était la vraie richesse qu'il avait toujours cherchée, sans le savoir. Une année peut changer beaucoup de choses. Les saisons passèrent et avec elles vinrent des transformations que personne n'aurait pu prévoir ce matin-là, quand une petite fille décida de nettoyer la vitre d'une voiture chère. L'appartement 302 de l'immeuble jaune de Hopes Landing n'était plus le même. Les murs écaillés avaient reçu une nouvelle couche de peinture. L'ancienne cuisinière avait été remplacée et des rideaux colorés encadraient maintenant les fenêtres. Ce n'était pas luxueux, Rachel s'en était assurée, refusant les offres plus extravagantes de Martin, mais c'était confortable et accueillant. Un foyer. C'était un dimanche matin, début du printemps. Martin a garé sa voiture, non plus la Porsche Tapax en grave-l'œil, mais un modèle plus discret, et a monté les escaliers avec un sac de pain frais. Il n'avait plus besoin de frapper. Il avait sa propre clé. « Oncle Martin est là », annonça Ellie dès qu'il ouvrit la porte, courant l'embrasser. À 6 ans, elle était plus grande, son visage plus plein, ses yeux encore plus vifs. « Bonjour, petit ingénieur », la salua-t-il, faisant référence à son nouvel intérêt pour la construction. La semaine précédente, ils avaient construit un pont en bâtonnet qui occupait maintenant une place d'honneur sur l'étagère du salon. Les jumeaux, maintenant âgés de 2 ans, suivaient juste derrière, leurs petites jambes potelées se déplaçant par des pas encore légèrement maladroits. « Matin !» crièrent-ils à l'unisson, incapables de prononcer correctement le R. Rachel apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Son visage ne portait plus les marques constantes de l'inquiétude et de l'épuisement. Il y avait une nouvelle légèreté dans ses mouvements, une étincelle différente dans ses yeux. « Vous êtes à l'heure ? Le café est presque prêt, dit-elle en prenant les sacs. La routine du dimanche s'était établie naturellement. Martin se présentait tôt, apportait quelque chose pour le petit déjeuner et ils passaient la matinée ensemble. Parfois, Greg les rejoignait plus tard, un arrangement qui surprit tout le monde par sa cordialité. D'autres fois, Martin emmenait la famille en sortie, au zoo, au parc, à un musée pour enfants. La fondation Clean Slate fonctionnait depuis 8 mois, aidant des familles dans des situations similaires à celles que Rachel avait traversées. Rachel partageait son temps entre son emploi administratif dans l'entreprise de Martin et son rôle de membre du conseil d'administration de la fondation, où son expérience personnelle était devenue un atout précieux. Greg, étonnamment, avait également commencé à contribuer. Il aidait aux événements de collecte de fonds et avait récemment commencé à prendre la parole lors de groupes de soutien pour les pères absents qui voulaient revenir dans la vie de leurs enfants.
Sa relation avec les enfants s'était progressivement améliorée. Il y avait encore des moments de méfiance, surtout de la part d'Ellie, mais aussi de véritables moments de connexion. Après le petit déjeuner, tandis que Rachel rangeait la cuisine, Martin s'assit sur le tapis du salon avec les enfants. Les jumeaux étaient fascinés par un jouet de forme à encastrer, concentrés sur ses couleurs et ses formes. « Non Tommy, la pièce rouge va dans le trou rouge », expliqua Ben avec la patience surprenante qu'il montrait parfois. Ellie apporta son carnet de croquis et s'assit à côté de Martin. « Regardez ce que j'ai fait à l'école hier », dit-elle en lui montrant un dessin coloré. « C'est notre famille. » Martin étudia attentivement le dessin. Sur une pelouse verte sous un soleil jaune souriant se trouvaient 5 figures, Rachel au centre, Ellie et les jumeaux à ses côtés, et 2 figures masculines, l'une représentant clairement Greg avec ses cheveux courts, et une autre plus grande en costume, que Martin reconnut comme lui-même. « C'est très beau », loua-t-il, sincèrement touché d'être inclus dans ce portrait de famille. « Ma maîtresse a demandé qui vous étiez », commenta Ellie en ajoutant des détails aux figures. « Je lui ai dit que vous étiez notre ange gardien. » Martin rit, surpris. « Ange gardien ? Pourquoi ?» Ellie haussa les épaules comme si la réponse était évidente. « Parce que vous êtes apparu quand nous avions le plus besoin de vous et vous n'êtes pas parti. » La simplicité de l'explication le frappa durement. De l'autre côté de la pièce, il remarqua que Rachel avait arrêté ce qu'elle faisait et les regardait avec un doux sourire. « Tu sais, » dit Martin en aidant Ben à insérer une pièce récalcitrante, « celle qui m'a vraiment sauvé, c'est toi, Ellie. » « Moi ?» Elle écarquilla les yeux, surprise. « Comment je vous ai sauvé ? Avant de te rencontrer, j'avais oublié beaucoup de choses importantes, » expliqua-t-il. « Je perdais quelque chose en moi, mais je ne le savais pas. »« Quelle chose ?» demanda-t-elle, curieuse. Martin réfléchit un instant, cherchant des mots qu'une enfant de 6 ans pourrait comprendre. « Tu te souviens il y a longtemps, quand tu m'as demandé si ma belle voiture rendait mon cœur heureux. » Ellie hocha la tête, bien qu'elle semblât ne se souvenir que vaguement de la conversation. « Eh bien, la vérité, c'est que non. J'avais beaucoup de choses, une voiture, une maison et de l'argent. Mais il manquait quelque chose. » Il fit une pause, ajustant Tommy qui avait décidé de grimper sur son dos. « Vous rencontrer tous m'a fait voir le monde différemment. Cela m'a rappelé d'où je venais, le garçon que j'étais. » Rachel se rapprocha, s'asseyant sur le canapé. « Quel garçon était-ce » demanda-t-elle doucement. Martin la regarda, puis les enfants, un garçon qui croyait pouvoir changer les choses, qui se souciait des gens, qui savait qu'avoir une famille, même si ce n'est pas une famille traditionnelle, est le plus grand trésor que l'on puisse avoir. « Et vous avez oublié tout ça » demanda Ellie, maintenant pleinement intéressée. « Pendant un certain temps, admit Martin. J'étais tellement occupé à construire des choses, à gagner de l'argent, que j'ai oublié pourquoi je voulais faire tout cela au départ. J'ai oublié ce petit garçon affamé qui a juré qu'un jour il ferait une différence. » Tommy avait grimpé jusqu'en haut de son dos et pendait maintenant à son cou en riant. Martin ajusta le garçon sur ses épaules, tenant ses petites jambes. « Quand tu as nettoyé la vitre de ma voiture ce jour-là, continua-t-il, c'est comme si tu avais aussi nettoyé une fenêtre à l'intérieur de moi. Une fenêtre qui était si sale depuis si longtemps que je ne le remarquais même plus. Et maintenant, vous voyez mieux ?» demanda Ellie avec la sagesse particulière qui émergeait parfois dans ses mots. Martin sourit, un sourire plein qui atteignit ses yeux. « Maintenant, je vois tout beaucoup mieux. » La matinée se poursuivit paisiblement. Plus tard, Greg arriva pour emmener les jumeaux en promenade, une partie de l'arrangement qu'ils avaient établi. Les garçons coururent avec enthousiasme vers la porte. Ellie, plus réservée, décida de rester à la maison, aidant Rachel à préparer le déjeuner pendant que Martin réparait une étagère desserrée. C'était une scène ordinaire, simple, sans rien d'extraordinaire, et c'était peut-être exactement ce qui la rendait si spéciale. Dans l'après-midi, alors que Martin s'apprêtait à partir, il s'arrêta un instant près de la fenêtre du salon. Le soleil de fin d'après-midi entrait à flots, créant des motifs dorés sur le sol. D'où il se tenait, il pouvait voir toute la pièce, Rachel lisant une histoire à Ellie sur le canapé. Les jouets des jumeaux rangés dans leur panier. Les photographies sur le mur, nouvelles et anciennes, créant une chronologie de sourires et de moments capturés. Ce n'était pas sa maison, pas sa famille au sens traditionnel. Et pourtant, c'était sa maison à bien des égards importants. Quelque part entre les nettoyages de vitres et les dîners simples, entre les nuits fiévreuses et les anniversaires modestes, entre les réunions de fondation et les après-midi du dimanche, Martin Haye, le pauvre garçon devenu un homme riche et solitaire,
avait enfin trouvé ce qu'il cherchait inconsciemment, l'appartenance, un but, l'amour. Non pas l'amour romantique des films, mais quelque chose d'aussi puissant. L'amour qui émerge lorsque des âmes brisées se rencontrent et découvrent ensemble qu'elles peuvent encore créer quelque chose de beau. « Vous revenez demain » demanda Ellie, interrompant ses pensées. Martin la regarda, son petit visage plein d'attente, puis Rachel qui les regardait avec un sourire serein. « Toujours » répondit-il, et il savait avec une certitude absolue que c'était une promesse qu'il ne briserait jamais. Parce qu'enfin, après avoir cherché au mauvais endroit pendant si longtemps, Martin y avait trouvé la vraie richesse, non pas dans les possessions ou les réalisations, mais dans la lumière qui brillait maintenant, claire et constante, à travers la fenêtre de son âme. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un pouce bleu, car cela aide à ce que cette histoire soit recommandée à plus de monde. À la prochaine.